Merci d'avoir poussé la porte du club de lecture de France Culture. Si vous nous écoutez en direct ce midi ou en podcast sur l'application Radio France, voilà la marche à suivre durant les 40 prochaines minutes. Cessez toute activité, pas d'ordinateur, pas de téléphone, pas d'écran. Ce book club est une invitation à la contemplation de la nature et des oiseaux. Pour nos invités, ils ont un pouvoir. Pour le premier, les oiseaux nous apportent de la lumière. Pour le second, leur chant rend le monde plus beau. Ils ont un point commun. Nos deux invités parlent presque au passé, s'inquiètent de la disparition des espèces et que cette absence passe inaperçue. D'où le besoin, sûrement, d'écrire ces éloges que nous présentent nos invités dans un instant, accompagnés comme tous les jours par la communauté du Book Club. Chère madame et très joyeuse Alouette, ça m'a tout de suite plongée dans une certaine intimité avec l'alouette et ramenée à mes propres souvenirs. Quand je marche dans la forêt, mes pas sont accompagnés du chant des oiseaux. Je ne les vois pas, mais ils sont là. Je les entends. Un chant décline, un autre naît. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Et la communauté du Book Club, bien sûr, Véronique et Sophie, nos lectrices qu'on entendra tout au long de l'émission. Bonjour Francis Grimbert. Bonjour. Vous êtes traducteur et écrivain. Vous publiez un récit singulier, celui d'une lettre que vous adressez à l'alouette des chants sous ce titre « Éloge de l'alouette » qui paraît aux éditions Arléa dans la collection Rencontres. Vous écrivez que l'alouette est avant tout la compagne de l'enfance. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec cet oiseau ? La première, peut-être pas, mais les dizaines, voire les centaines de rencontres, jusque l'âge de 15-20 ans, oui, beaucoup. Donc c'est même ce qui m'a incité à écrire ce livre. Le point de départ est vraiment des souvenirs très, très vifs. D'autant plus que maintenant, malheureusement, écouter l'alouette devient une gageure. Justement, cette disparition de l'oiseau, c'est aussi la motivation de l'écriture de cette lettre. Évidemment, c'est un retour à l'enfance aussi, c'est un besoin de lui écrire. C'est véritablement une lettre que vous lui adressez. Oui, c'est une lettre. Sur cette forme, c'était une évidence pour vous ? Non, le thème de l'alouette me trotte dans la tête depuis longtemps. Avoir un thème, c'est bien. Trouver une forme, c'est encore mieux. Donc, c'est la lecture, il y a peut-être 5-6 ans, de la lettre de Romain Gary, publiée dans le Figaro littéraire en 68, Lettre à l'éléphant, qui est 15 pages à peu près, magnifique, et qui est une référence d'un point de vue de littérature écologique. Donc voilà, je me suis dit, tiens, la forme de la lettre, et tout de suite, ça, j'ai vu que c'était quelque chose de agréable à écrire et assez fort, quelque part. Ouais. L'alouette et l'éléphant, d'ailleurs, que vous faites se rencontrer. Oui, une petite fantaisie, parce qu'il en faut dans le monde des animaux. Un certain anthropomorphisme raisonné. Alors avec Oriane Delacroix et Zora Vignet qui programment cette émission, on a décidé de vous faire échanger avec Jean-Noël Riffel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vétérinaire directeur de l'Office français de la biodiversité dans le centre Val-de-Loire et vous êtes tout simplement un ornithologue un peu perché, c'est vous qui le dites, dans votre premier récit que vous publiez aujourd'hui aux éditions Équateur, Éloge des oiseaux de passage, sous-titré donc Journal d'un ornithologue un peu perché, référence, si je ne m'abuse, au roman d'Italo Calvino, Le Baron Perché, que vous citez au détour d'une phrase, dans un chapitre consacré à notre rapport à la nature, au rapport entre l'enfance et la nature d'ailleurs, ce qui est un premier point commun avec Francis Grimbert, et la distraction que la nature provoquait chez vous à l'école primaire. Vous étiez bon élève, mais contemplatif et étourdi, si je puis dire. Vous étiez plutôt déjà perché dans les arbres de la cour de récréation plutôt que bien assis dans votre chaise d'écolier ? Voilà, mon regard était déjà aimanté par le vol des oiseaux, et il est vrai qu'il m'était arrivé à plusieurs reprises en classe d'avoir les yeux rivés vers le ciel pour voir une escadrille de martinets crier la joie
comme l'alouette, dans la cour d'école. Ces oiseaux sont rentrés en moi durant l'enfance, ce que vous dites, comme Francis Grimbert, à la faveur de 3 choses. Des lectures importantes, marquantes. Vous avez cité Italo Calvino, mais je citerai aussi Paul Giroudet et Jacques Delamain, qui sont de grands ornithologues littéraires. André Theuriet aussi, et d'autres. À la faveur aussi de rencontres avec des personnes qui m'ont appris à poser le regard sur les oiseaux et la nature. C'est quelque chose qui s'apprend par les sens, par les yeux, par l'ouïe. Voilà, observer les oiseaux est une approche multisensorielle. Francis Grimbert, sur cet apprentissage de la reconnaissance des oiseaux, du regard des oiseaux, comment ça s'est passé pour vous ? Vous voulez parler de ma connaissance ornithologique. Je ne fais pas partie de la communauté des ornithologues, ni de celle des cocheurs. Plutôt un observateur lambda, et ayant toujours vécu dans la nature. Enfance rurale, et habitant toujours dans le même endroit. Donc c'est plutôt une proximité directe, qui n'appelle pas forcément un désir de nommer. Bizarrement. Dans d'autres domaines, oui, mais là, non. Pas... Jean-Noël Rieffel, ça s'apprend à l'école ou pas ? Alors, ça peut s'apprendre à l'école, mais je pense que ça s'apprend sur le terrain, in situ, avec des personnes qui vous apprennent, voilà, des naturalistes, etc. Moi, je trouve par contre, et là je prends un tout petit peu à distance avec Francis Grimbert, que savoir nommer les choses, savoir nommer ces féeries du visible dont parlait Jean Rostand, que ce soit les oiseaux, les fleurs, les étoiles, je trouve que c'est, je le dis dans le livre, c'est une manière savante d'éprouver la beauté et l'épaisseur de la vie. Voilà. Et je trouve que c'est grâce là la chose la plus importante, puisqu'elle s'offre à nous sous nos yeux, c'est de leur rendre hommage en sachant les nommer. Voilà. Alors, puisqu'on parlait d'école comme un fait exprès, direction la librairie des écoles. C'est à Montargis et on retrouve Véronique. Véronique qui a lu votre éloge des oiseaux de passage. Voici ce qu'elle en retient. Les oiseaux de passage de Jean-Noël Rieffel m'ont emmené sur des sentiers que je ne connaissais pas, une promenade par monts et par vaux. Quand je marche dans la forêt, mes pas sont accompagnés du chant des oiseaux. Je ne les vois pas, mais ils sont là. Je les entends, un chant décline, un autre naît. J'ai retrouvé, grâce à ma lecture, des oiseaux de passage, les sensations de plaisir et de jubilation. Je me suis laissé porter par ces mots, j'ai redécouvert des lieux, j'y retournerai et j'attendrai un oiseau de passage. Les oiseaux qui habitent dans mon jardin sont plus visibles. Nous nous connaissons et je sais que je ne dois pas dépasser une certaine limite. De là, nous nous observons, puis ils reprennent leur activité pour mon plus grand plaisir. Jean-Noël Rieffel, à quel moment avez-vous su qu'il était temps de parler des oiseaux de passage ? Vous l'ont-ils dit ? Est-ce qu'ils communiquent avec vous, ces oiseaux ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est un oiseau de passage ? On pense aux oiseaux migrateurs, mais pas seulement. Alors, les oiseaux, en fait, ce qui est incroyable avec eux, alors il y a effectivement ces oiseaux migrateurs qui expriment, on va dire, ces grands phénomènes biologiques qui nous dépassent et qui nous relient un petit peu au mystère un peu de la création. Mais effectivement, il n'y a pas que, il y a tous ces oiseaux qui sont autour de nous, qui traversent notre regard, notre existence, nous saisissent, nous ravissent, qui se cachent pour nous ravir, pour nous livrer leurs secrets. Et en fait, il faut savoir pénétrer leur intimité progressivement pour mieux les appréhender, etc. Donc leurs apparitions, elles sont toujours furtives, délicates, fugitives. Et ce sont des petites épiphanies du quotidien. Cette dame l'exprime très bien dans sa manière, dans son appréhension des chants d'oiseaux. Et moi, je vois dans les chants d'oiseaux et dans le chant de l'alouette, qui est un chant d'allégresse, une onde de joie, je crois, disait Bachelard, une manière, en fait, de nous connecter au céleste et de nous détacher un petit peu de tout ce qui peut nous enliser dans le quotidien. Donc moi, ils sont rentrés en moi très très vite là-dessus. Et puis ça s'est, on va dire, renforcé au fil des années. Véronique dit et vous demande quand est-ce que vous avez su qu'il fallait écrire sur les oiseaux. Alors l'écriture pour vous deux, c'est aussi une façon de témoigner, de rendre hommage avec cet éloge que vous écrivez. Mais vous avez aussi ce point commun, c'est que vous nous parlez de ce syndrome du changement de base. Alors comme ça paraît un peu compliqué. En fait, c'est très simple. C'est l'oubli de l'abondance passée de la biodiversité. C'est-à-dire que tous les deux, vous nous dites, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a de moins en moins d'oiseaux, mais on ne s'en rend pas compte. C'est bien ça, oui, Francis Grimbert ? C'est exactement ça. Les références se changent. Nous devrions avoir une mémoire plus générationnelle, au moins 2 générations avant nous, pour avoir de réelles références. C'est-à-dire que maintenant, la perte dans 10 ans sera évaluée par rapport à la situation actuelle, alors que par rapport à 30 ans en arrière, elle est déjà majeure. Donc c'est effectivement important et on peut, je pense, parler d'amnésie écologique. C'est un mot assez fort, mais qui...
Tout à fait, moi je partage à 100% cette augmentation de cette perte de repères chronologiques, comme vous le dites, temporelle, qui évoque cette amnésie, et puis aussi cette indifférence, parfois aussi, à la nature. Vous l'indiquez aussi, Francis Grimbert, dans votre livre. Et donc, moi l'idée aussi, c'était de ce livre, c'est de faire un petit manifeste pour une présence attentive à la nature, parce qu'elle s'érode. On vit une crise majeure de la biodiversité, une 6e extinction de masse. Les populations d'oiseaux déclinent à grande vitesse. L'Alouette perd 1% de ses effectifs par an. Et donc, voilà, je pense que c'est important. C'est aussi un cri d'alerte, vous l'avez dit. Mais on s'en rend pas compte parce qu'on ne les compte pas, nous, au quotidien, parce qu'on ne les regarde plus. Comment on analyse ça d'ailleurs? Vous allez nous expliquer peut-être comment est-ce qu'on les compte, ces oiseaux? Comment est-ce qu'on s'en rend compte d'abord en tant qu'ornithologue, Jean-Noël Rieffel? Alors, en fait, il faut savoir qu'il y a des suivis scientifiques qui existent, voilà, portés par le Muséum d'histoire naturelle, le suivi temporel des oiseaux communs, voilà, qui est un suivi qui date d'il y a plusieurs dizaines d'années, qui nous permet d'avoir une vision rétrospective justement de cet effondrement de certaines populations d'oiseaux. Parce qu'encore, il faut nuancer le constat. Hein, voilà, il y a des espèces d'oiseaux généralistes, des espèces d'oiseaux spécialistes, certaines espèces d'oiseaux. Il y a les gagnants et les perdants, si vous voulez, dans cette histoire. Et donc, il y a des faits scientifiques qui ont été démontrés. Et puis même, en l'espace de quelques générations, un père à son fils dira: moi, tu savais, mon fils, quand j'étais jeune, je voyais plus d'alouettes dans les champs. C'est ce que vous dites. Je voyais plus de bouvreuils qui venaient pas loin de la mangeoire dans mon jardin. Et ça, moi, c'est des choses que j'ai observées en l'espace de petite dizaine d'années. Parce que vous les regardez. Parce que je les regarde. Francis Grimbert, vous dites que dans les années 60, l'Alouette annonçait le printemps au-dessus de la ferme de vos parents. Oui, donc la baisse des effectifs, pour continuer la discussion, est un des traits, et aussi la crise de la sensibilité dont parle Baptiste Morisot. C'est notre rapport à la nature qui, lui, change aussi. Alors, pour en revenir à la ferme de mes parents, oui, effectivement, l'alouette est un oiseau agricole, entre guillemets. Donc, et qui vole au-dessus des champs de céréales et qui niche à même le sol dans les champs de céréales. Donc il est d'autant plus proche de l'homme, de son activité. Comme c'est un oiseau très céleste et en même temps très terrestre, vu qu'il niche au sol, là aussi, symboliquement par rapport à l'homme, il y a un point commun très très fort. Nous sommes des êtres terrestres avec une aspiration, je l'espère, céleste. Donc voilà, l'alouette, d'un point de vue symbolique, les poètes en ont beaucoup parlé, elle représente quelque chose de très fort. Et justement, puisque vous parliez d'agriculture, les pesticides et certaines formes et pratiques d'agriculture, c'est l'une des raisons du déclin des oiseaux que vous citez? C'est évidemment l'une des raisons. Disons que le problème des pesticides est un problème général, parce que toujours l'associer aux agriculteurs est un faux débat. Nous sommes tous concernés par ça, c'est l'alimentation. Donc c'est un problème de société, d'enjeu, d'avenir. Donc voilà, c'est simplement ce que j'ai à dire sur le fait de ne pas pointer certaines cibles trop facilement. Évidemment. Mais effectivement, on ne peut pas dire autrement. Les oiseaux diminuent à cause des épandages de pesticides. C'est évident. C'est plus nuancé que ça, évidemment. Jean-Noël. Juste pour revenir sur ce que vous disiez sur le fait qu'on les regarde moins, je trouve aussi que regarder les oiseaux, savoir pénétrer dans l'intimité, ça fait appel à des qualités qui sont un peu en voie aussi d'érosion dans notre époque. La discrétion, la solitude, la patience, le silence, le sens de la quête, l'approfondissement vraiment de ce silence et de la patience, l'immobilité, la capacité à se fondre dans un paysage pour mieux en pénétrer l'intimité. C'est sûr que quand on passe beaucoup de temps sur les écrans, etc., les yeux plutôt rivés vers le bas plutôt que vers le ciel, voilà, on perd la qualité parfois du regard, voilà, qu'on peut avoir sur certaines choses. Jean-Noël Rieffel, vous citez le franc-parler du scientifique français François Terrasson qui disait « Vous aimez la nature ». Alors foutez-lui la paix. Il y a une période où on lui a foutu la paix en quelque sorte à cette nature. C'est pendant la vague, pendant la crise du Covid et le confinement. Et vous racontez ce confinement, Jean-Noël Rieffel, qui nous a obligés à justement ralentir, à prendre le temps. Et vous étiez confiné dans votre maison du centre-ville d'Orléans où il y avait un jardin et où vous avez pu observer un nombre très important d'oiseaux. Voilà, que je ne soupçonnais pas, pour tout vous dire, pour être franc. On va dire que j'ai
sorti mes grandes oreilles en mettant des micros sur mon toit pour mieux capter les oiseaux qui passaient en migration notamment et les chants d'oiseaux de mon jardin. Et puis comme il fallait aussi un peu s'occuper, parce qu'on était limité dans ce kilomètre administratif, j'ai analysé tous ces chants, tous ces cris, et je me suis rendu compte qu'il y avait des espèces qui passaient la nuit au-dessus de mon habitation sans que je m'en rende compte. Voilà, la caille des blés, par exemple, qui est une espèce d'un milieu agricole, etc. Et donc j'ai redécouvert, on va dire, un petit peu ma biodiversité de proximité, qui m'a fait grand bien, pour le coup, qui m'a fourni un grand bien-être. C'est vrai que si on aime la poésie, les noms d'oiseaux sont assez poétiques. Hein. Un loriot, un merle à plastron, un balbuzard. On est vraiment dans... Ça parle tout seul. Je ne sais pas à quoi il ressemble, ces oiseaux, mais ça parle tout seul. C'est une forme d'inventaire poétique à la Prévert. Oui, il y a une poétique des noms d'oiseaux, c'est évident. Hein, lire une liste, tout simplement, c'est un inventaire à la Prévert, quasiment. Est-ce qu'il y a des alouettes à Orléans ? Il y a des alouettes qui survolent Orléans, voilà, mais elles sont pas loin, elles sont dans la proximité, dans la Beauce, voilà, où là on peut encore en voir et les entendre chanter, absolument. Alors justement, puisqu'on parle d'alouettes, on va écouter Sophie. Sophie, elle a lu votre éloge de l'alouette, Francis Grimbert, et voici ce qu'elle en retient. Lorsque j'ai commencé la lecture de l'éloge de l'alouette, ce que j'ai tout de suite beaucoup aimé, c'est la façon à la fois directe et si respectueuse qu'a Francis Grimbert de s'adresser à elle. Chère madame et très joyeuse alouette. Ça m'a tout de suite plongée dans une certaine intimité avec l'alouette et ramené à mes propres souvenirs. J'avoue, dans le même temps, j'avais été assez décontenancée par le début de ma lecture parce que j'avais l'impression que l'auteur n'avait pas su choisir entre le récit de souvenirs d'enfance, l'anthologie poétique, le documentaire animalier, le manifeste écologiste. Et puis au fil des pages, j'ai finalement été vraiment émue de mille manières. Et j'ai appris beaucoup de choses également. Donc je me suis dit qu'il avait vraiment bien fait de ne pas choisir. Parce que depuis la lecture de l'éloge de l'alouette, je me surprends à la chercher partout, où que j'aille. Même si pour l'instant, je ne l'ai hélas retrouvée nulle part. Et la question que je voudrais poser à Francis Grimbert, c'est est-ce que depuis la parution du livre, on vous écrit, on vous appelle peut-être pour vous dire « Ça y est, moi j'ai vu une alouette aujourd'hui ». Oui, ça n'y manque pas, oui, forcément. Si on dit que l'alouette a quasiment disparu de certains territoires, donc là il faut peser ces mots, évidemment. L'alouette n'est pas en voie de disparition, hein, d'un point de vue scientifique. Ceci dit, sa raréfaction très grande dans certains territoires est une évidence absolue. Donc voilà, et j'ai oublié la question de... Est-ce que justement aujourd'hui on vous disait, après avoir... Oui, alors non, c'est plutôt, on évoque, oui, de certains lecteurs, le fait que l'abondance d'antan, voilà, dit d'antan, enfin, pas non plus Vercingétorix, hein, il y a 30 ans, hein, on va dire. Voilà, ça on l'évoque assez souvent, oui. Cette petite perte, ce chant qui n'est plus là, émeut les lecteurs en disant qu'on a quand même perdu quelque chose. Cette dame alouette des champs que vous décrivez merveilleusement bien. Vous citez d'abord, Francis Grimbert, les mots de Philippe Jacotet qui vous parle, vous aussi beaucoup. Il écrivait Alouette, étoile en plein jour, avant qu'il ne soit trop tard, que vous avez placé en exergue de votre éloge à l'alouette. Comment vous le décrivez, vous, cet oiseau, simplement, en quelques mots, là, si je vous pose la question? Donc la référence à Jacotet est commune à nos deux livres. D'ailleurs, ce n'est pas la seule. Décrire l'alouette, c'est le chant d'abord, un chant magnifique, 600 notes à peu près articulées, pour un chant ininterrompu pouvant durer de 10 à 15 minutes, ce qui est exceptionnel. Voilà. Donc ce chant, oui. Et physiquement? Alors physiquement, c'est un oiseau qui ne paye pas de mine. Hein. Je veux dire, il est plutôt terne. Hein. Bizarrement, comme le rossignol, qui est célèbre pour son chant, et qui, dans votre livre, vous l'évoquez aussi, le plumage, voilà, on ne va pas le remarquer, on ne va pas s'esbaudir devant le rossignol, si on ne l'entendait pas. Jean-Noël Rieffel. Ouais, moi, l'alouette, c'est vraiment la voix de la lumière solaire. Pour moi, et effectivement, c'est un oiseau qui est pauvrement vêtu, comme c'est les mots, hein, et qui est cryptique, comme on dit dans le jargon scientifique, c'est-à-dire qui se dissimule au sol et qu'on ne voit pas. Et c'est effectivement quand il trône dans le ciel, dans son allégresse, dans sa jubilation, qu'on la remarque et qu'elle nous enchante. Voilà. Oui, elle nous enchante et nous apporte de la joie. Ouais. En cherchant toutes les citations poétiques, c'est vraiment le mot qui revient sans cesse. La joie, la joie. La joie. Et chez les gens aussi, cet animal est symbole de joie.
alors que les alouettes sont totalement muettes au sol, écrivez-vous, Jean-Noël Rieffel. Le ciel constitue leur scène, elles s'y expriment avec allégresse. Les alouettes portent au ciel les joies de la terre. C'est exactement ce que vient de dire Francis Grimbert. Tout à fait. Et je vais rebondir en reprenant les mots de Philippe Jacotet que nous avons en commun, qui disait qu'on ne vit pas longtemps comme les oiseaux dans l'évidence du ciel et retomber à terre comme l'alouette. On ne voit plus en eux précisément que des images et des rêves. Voilà, je trouve que tout est dit. Vous avez cette formation scientifique d'ornithologue et vous dites que ça se vit dans l'instant, au détour d'un chemin, lors d'une rencontre souvent incertaine et toujours fugace. Comment est-ce qu'il faut aujourd'hui, je ne sais pas moi, apprendre aux enfants à se perdre dans la forêt, à regarder dans le ciel, à réapprendre à découvrir la nature et les oiseaux? Comment est-ce que vous voyez ça en tant que protecteur? Et en tant que père de famille, je pense que c'est essentiel. Voilà, je pense que c'est essentiel de renouer avec le vivant, avec le sauvage, avec l'expérience de la nature. Et François Terrasson mettait de nuit ses élèves, qui étaient en BTS, gestion protection de la nature, pour passer une nuit en forêt, pour se reconnecter au bruit de la forêt, à l'atmosphère de la forêt, nocturne de la forêt. Donc je pense que c'est essentiel et qu'on le perd malheureusement de plus en plus. Voilà, donc moi, oui, pour répondre à votre question, je pense qu'il faut absolument renouer pour retrouver et lutter contre cette crise de la sensibilité dont parlaient Baptiste Morisot et Francis Grimbert. Et pourtant, quand on vous demandait ce que vous vouliez faire comme métier, que vous disiez ornithologue, on vous disait regarder les oiseaux, c'est pas un métier. Oui, parce que je pense que... Alors maintenant, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent les oiseaux, de plus en plus d'ornithologues amateurs, je m'en réjouis, je pense que c'est une très bonne chose. Mais à l'époque j'ai 40 ans, je ne suis pas très vieux, mais c'était pas, on va dire... pas très, ça faisait pas très chic, ça faisait pas très hype d'observer les oiseaux, vous voyez. Et donc je l'ai vécu par certains moments douloureux de l'adolescence. Comment on peut expliquer ce côté négatif de, je sais pas, qu'est-ce qu'on imagine derrière quelqu'un qui regarde les oiseaux? Quelqu'un, comme vous disiez à l'école, quelqu'un d'étourdi, quelqu'un de perdu, quelqu'un... Sans doute un rêveur. Un rêveur, ouais, peut-être. Une tête de linotte. Une tête de linotte. Comme le veut l'expression. Alors, il y a l'observation de la nature, ça on l'a bien compris. Il y a aussi l'observation des arts, des œuvres d'art, des tableaux. On voit des oiseaux dans toutes ces œuvres. Qu'est-ce qui vous marque le plus, vous, pour écrire dans votre livre, Jean-Noël Rieffel, quelles sont les références qui vous viennent tout de suite à l'esprit? Moi, les oiseaux me parlent en musique, en peinture et en images par les films, etc. L'Alouette, c'est le film, c'est la scène. Désolé, c'est pas une scène joyeuse, mais en tout cas, elle m'évoque le film de Claude Sautet avec l'accident de l'Alfa Romeo de Michel Piccoli, et puis cette belle chanson écrite par Jean-Loup Dabadi, la dédicace dans le ciel. Je pense que les oiseaux et l'Alouette quand elle chante, c'est une dédicace. Voilà, ça m'évoque certains, évidemment, Olivier Messiaen, ces grands compositeurs amoureux des oiseaux qui a composé des œuvres magnifiques. Puis ça m'évoque des tableaux aussi, ça me parle en peinture. Je cite Jérôme Bosch, évidemment, pour son dans le Jardin des Délices, où il a très bien représenté l'attitude de l'aigrette Garzette. La huppe également dont je parle dans le livre. Voilà. Francis Grimbert. J'ai beaucoup aimé le passage cinéphilique. C'est vrai que c'est une idée assez passionnante d'aller retrouver des témoignages sonores dans les films des années 70, 2 fois Claude Sautet. C'est une idée que... merci de l'avoir disséminée. Je ferai plus attention en regardant les films de Sautet dorénavant. Il faut regarder la nature et aussi bien les films, donc voilà. J'ai bien compris. Francis Grimbert, vous citez-vous de nombreux poètes qui ont parlé de l'Alouette, et notamment Gaston Bachelard. C'est celui qui vous a le plus marqué ? Oui, donc le Gaston Bachelard, L'air et les songes. L'air et les songes, je cherchais, oui. Donc il y a tout un chapitre sur l'Alouette. Donc c'est passionnant, parfois un peu perché, même si l'Alouette n'est pas percheuse. Mais il a fait vraiment des recherches. Il y a une mine de documentation et poétique. J'y ai puisé, évidemment. Puis d'autres aussi. Mais Bachelard a des choses passionnantes à dire sur l'Alouette, comme plein d'autres poètes de différentes nationalités. Les écrivains du passé donc, mais aussi les penseurs d'aujourd'hui, ceux qui ont une vraie pensée écologique et qui vous ont aussi inspiré. On citait Baptiste Morisot il y a quelques instants. Oui. Vous citez aussi, par exemple, Vinciane Després, Habiter en oiseau. Oui, aussi, oui. Alors, pour ce thème de la rencontre,
dont parlait tout à l'heure Jean-Noël Riffel, voilà, on rencontre un animal et un enfant rencontre un animal. C'est voilà cette notion-là et quelque chose se passe dans votre livre. La première rencontre avec les bouvreuils, avec une belette aussi, si je viens. Voilà. Donc ce sont des moments importants et il faudrait les dire. Dans nos vies, on a des souvenirs tous de rencontres animales furtives ou autres. Donc voilà, la rencontre. Vous dites que sans l'alouette, il manque au monde ce qui en fait la beauté. Oui, c'est un peu beaucoup, mais pourquoi pas? Allons jusque-là. Faut pas vous excuser. Non, mais oui. Oui, ben c'est les petites pertes. Voilà. En écologie, on accumule quand même à l'heure actuelle un ensemble de petites pertes et chacune sera vue comme bon, c'est pas grave, c'est qu'une petite perte. Ben, si, c'est grave. Jean-Noël Rieffel, vous vouliez lire un extrait d'un texte. Alors, allez-y, je vous en prie. Merci. C'est qui? Alors, c'est Jacques Delamain, voilà, qui a écrit, et cette circonstance, parce que nous sommes au printemps, à la période où on entend bien le chorus matinal des oiseaux. Et il écrit ceci. « Avril et surtout mai ont connu l'apogée des chants. Et pourtant, à aucun moment peut-être, le charme des voix n'est plus subtil que dans les soirées de fin juin, quand un peu de lassitude apparaît déjà chez les chanteurs. Un merle a tenu la scène pendant quelques instants. Son sifflet grave, flûté, est venu d'un coin d'ombre, masse de feuillage où la lumière ne pénètre plus. Un autre, puis un autre lui répondent. Des coucous au loin ont répété la double note familière qui prend à cette heure une étrange poésie. Enfin, un bruit étrange, celui d'un rouet que tournerait une fileuse, tantôt proche, tantôt lointaine, le chant de l'oiseau de rêve. L'engoulevent dont le vol ouaté hante les clairières à l'heure indécise. » Jean-Noël Rieffel, vous dites ce mot poétique, vous citez ce mot poétique de Fabienne Raffos, le chant précède l'oiseau. Et celui qu'on entend là, Francis Grimbert? Oui, ben c'est elle, oui. C'est l'alouette. Voilà, c'est l'alouette. Oui, et souvent, son chant précède la vue, effectivement, d'autant plus dans le cas de l'alouette. Si on se promène sur un chemin, dans un champ, c'est d'abord quelques notes dans le ciel, on lève les yeux, puis on aperçoit une petite forme là-haut. Inconfondable, vous dites, on ne peut pas le confondre avec un autre chant d'oiseau, celui-là? Non. Et puis, c'est le cas de la plupart des chants d'oiseaux tout de même, mais celui-là, oui, est assez caractéristique. Oui. En quoi il est particulier, ce chant d'oiseau? Vous disiez notamment tout à l'heure qu'il est très long. Oui, sa longueur, sa ténacité dans la longueur. Il n'y a quasiment pas d'interruption pendant un long laps de temps. À l'intérieur de cette suite, il y a beaucoup de petites phrases. Il y a même des dialectes. Je veux dire, le chant, il y a un chant par rapport à l'espèce, par rapport au territoire et même par rapport à l'individu. Donc voilà. Donc finalement, il est d'une très grande richesse. Ça a été étudié par les bioacousticiens qui étudient ça de très près. Donc voilà. Observation des oiseaux par la vue et donc aussi par l'ouïe. Jean-Noël Rieffel, qu'est-ce qui fait que les oiseaux chantent? Alors, moi j'y vois l'allégresse d'être en vie, le miracle d'exister. Je pense que l'alouette l'exprime. Voilà, les oiseaux s'inscrivent en musique dans le monde et dans l'espace où ils évoluent. En ce moment, moi j'y vois un chant de résurrection loin du tombeau hivernal, voilà, qu'il faut apprécier et il faut se refamiliariser l'oreille avec tous ces chants qu'on a oubliés un petit peu durant les longs mois d'hiver, même s'il reste encore quelques oiseaux qui peuvent chanter durant l'hiver. En ce moment, vous dites également tous les deux que c'est peut-être moins le chant que le silence des oiseaux qui prime, hein, puisqu'on l'a dit, ce constat évidemment que vous faites tous les deux, qui ne concerne pas seulement les alouettes. Vous écrivez tous les deux c'est cet éloge. Comment on fait aujourd'hui, quand on est un individu, un particulier, qu'on a envie de protéger les oiseaux, qu'on a envie de s'y intéresser, comment on fait pour protéger aujourd'hui les oiseaux? Quel geste il faut faire, par exemple, Jean-Noël Rieffel? Quel pouvoir on a à notre échelle? Alors déjà, on peut adhérer à une association de protection des oiseaux, comme la Ligue pour la protection des oiseaux, qui fait un travail formidable. Donc ça, c'est un premier pas. Ça permet de rencontrer plein de gens qui partagent cette même passion, d'apprendre aussi, et puis d'adopter les bons gestes du quotidien pour
favoriser leur accueil. Donc ça, si vous avez la chance d'avoir un petit jardin, c'est pouvoir disposer, voilà, de laisser des espaces de vie pour ces espèces-là. Alors, c'est pas forcément des nichoirs, voilà, mais faire en sorte qu'il y ait des arbres, faire en sorte de ne pas les entretenir pendant la période de reproduction des espèces, de ne pas venir les perturber, etc. De laisser de l'herbe un peu poussée qui attire des insectes, etc. Voilà, donc c'est plein de bonnes petites pratiques qui sont à portée de tous. Voilà. Des petits gestes, évidemment, qui permettent de protéger et peut-être de combattre, Francis Grimbert, vous en parlez, cette éco-anxiété, cette solastalgie dont vous dites être atteint, en quelque sorte, comme nombreux aujourd'hui. Bon, ça ne fait peut-être que commencer, malheureusement, mais bon, si on prend la génération des 20-30 ans pour résumer, le mal progresse très fort. Hein. Je veux dire, il y a quand même des jeunes qui sont un état d'esprit assez désespéré. Et je pense qu'il faut en parler et en tenir compte, parce que c'est pas rien. Je veux dire, leur vision de l'avenir est quand même très, très noire. Malheureusement, cette éco-anxiété devient une donne. Moi, c'est pour ça que j'ai insisté sur la lumière que me procurent les oiseaux, avec un témoignage très personnel à la fin du livre. Voilà, les oiseaux, moi, dans certains moments de ma vie, m'ont réconforté par rapport à certaines déceptions. Voilà, et je pense que ça, c'est un message aussi pour les jeunes, pour leur dire voilà, ce que peut vous apporter l'observation des oiseaux. C'est un état de poésie, c'est un état de sidération émotionnelle, c'est un état de ravissement qu'il faut savoir appréhender et apprécier et savourer à sa juste valeur. Vous dites à la fin de votre récit, Jean-Noël Rieffel, vous racontez ce first, pardon. Vous avez découvert une hirondelle bicolore sur l'île de Sein. Racontez-nous, parce qu'on parle d'oiseaux qui disparaissent, mais il y a aussi des oiseaux qui réapparaissent. Effectivement, c'était voilà, l'hirondelle bicolore est une espèce d'hirondelle nord-américaine et qui a été observée pour la première fois l'automne dernier sur l'île de Sein, voilà, au large de la pointe du Raz. Et elle est arrivée et très vite elle est repartie. Mais en l'espace de quelques minutes, elle nous a procuré un immense bonheur, partagé par l'ensemble de la communauté des cocheurs d'oiseaux qui étaient présents sur l'île. Et ces moments-là, ça fait l'histoire un petit peu de la coche et de l'ornithologie. Ça y contribue en tout cas. Et ça soude. Et c'est des moments qu'on n'oublie jamais dans une vie. Vous dites d'ailleurs qu'il a fallu plusieurs jours pour réaliser que vous l'aviez vraiment vu. Oui, parce que ça plonge, en tout cas dans mon cas, ça m'a plongé dans un état de fébrilité et de sidération qui m'a un peu anesthésié après coup. Et qui m'a fait me poser cette question, me dire finalement, est-ce que j'ai su capter ce moment à sa juste valeur? Est-ce qu'il a réellement existé? Voilà, parce que c'était vraiment, vraiment très furtif, c'était quelques minutes. Voilà. Pour terminer, Francis Grimbert, vous nous racontez cette rencontre entre votre alouette et l'éléphant. C'est aussi un peu un monde fantastique dans lequel vous nous emmenez. Oui, donc c'est dû, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Romain Gary. Et donc, de me dire, l'éléphant, symbole aussi d'un animal qui disparaît petit à petit pour des raisons identifiées de braconnage d'ivoire. Donc, c'est différent de l'alouette. Et donc, voilà, là, c'était un côté assez ludique, peut-être entre Jean de La Fontaine, Jules Michelet, que nous évoquons tous les deux, qui est assez important. Il faut redécouvrir un livre qui s'appelle L'Oiseau, qui est riche à plein de points de vue. Et si l'auteur est un peu décrié, c'est souvent à tort. Voilà. On a cité beaucoup d'auteurs qui parlent des oiseaux et vous retrouverez d'ailleurs sur le compte Instagram du Book Club Culture, toutes les recommandations de nos lecteurs et lectrices. On a demandé quels sont les personnages d'oiseaux croisés au fil de vos lectures que vous n'oublierez jamais. Alors je vous en donne un petit florilège, le petit rouge-gorge dans le roman de Burnett, l'albatros chez Baudelaire, le pélican chez Alfred de Musset, ou encore l'histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler chez Luis Sepulveda. Il y en a de très nombreuses, donc je vous renvoie évidemment vers le compte Instagram du Club de lecture de France Culture. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission pour nous parler de vos éloges à l'alouette. D'abord, Francis Grimbert, c'est aux éditions Arléa dans la collection Rencontres. Et merci à vous également, Jean-Noël Rieffel, Éloge des oiseaux de passage, journal d'un ornithologue un peu perché aux éditions Équateur.
Dans un instant, on écoutera l'épilogue de ce book club donc, mais d'abord, les quadritèmes de Charles Danzig. J'ai réédité un livre que l'on pourrait qualifier de para-anarchiste de Léon Tolstoï, Les gouvernances en Tim Moreau. Tolstoï est le génial romancier que tout le monde célèbre à juste titre. Il est beaucoup moins connu comme essayiste. Il a été un enthousiasmant critique esthétique, en particulier dans un livre intitulé « Qu'est-ce que l'art ?» Un livre comme j'aime, partial parce qu'il est pensé. On n'est pas obligé d'être d'accord avec lui, le propos et l'excitation intellectuelle qu'il procure. Dans ce livre, Tolstoï écrit sur la musique de Wagner qu'il n'aimait pas, cette phrase extraordinaire « ça n'est que des débuts ». On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il y a quelque chose sur quoi réfléchir. En matière politique, Tolstoï a donc, mieux que publié, osé Les gouvernances en Tim Moreau. La Russie était gouvernée d'une manière autocratique qui lui laissait le choix entre l'alcoolisme et la servilité. Livre conçu après la défaite militaire de la Russie face au Japon en 1905 et la révolution de la même année qui a donné lieu à l'élection d'une assemblée législative si peu admise par Nicolas II qu'il l'a dissoute autant de fois que nécessaire pour qu'il obtienne une majorité à ses ordres. Comme il a été tué avec sa famille d'une manière sauvage, il s'est créé une sorte d'idéalisation mièvre de sa personne. Je recommande pour s'en guérir son journal intime de 1916 à 1918. Il révèle un homme bigot, sans intelligence, ne voyant ni ne comprenant rien. Tolstoï était considéré comme dangereux. En 1901, il avait été excommunié par l'Église russe. Dans cet essai, il attaque non seulement l'armée, mais aussi la famille Romanov, qui dirigeait le pays depuis 300 ans et dont le descendant régnait. Il est assez réjouissant de lire les 2 pages qui débutent. Les férocités du détraqué Ivan le Terrible, les cruautés bestiales de l'aviné Pierre Ier, les mœurs dissolues de l'ignorante cantinière Catherine Ier, et s'achève. Ensuite, c'est le règne du soldat brutal, du cruel et ignorant Nicolas Ier, puis c'est Alexandre II, peu intelligent, plus mauvais que bon, tantôt libéral, tantôt despotique, ou bien Alexandre III, celui-ci à coup sûr, un sot brutal et ignorant. On est à un pas de la qualification de Nicolas II, au demeurant inutile. On a bien compris l'enchaînement héréditaire de la brutalité et de l'étroitesse d'esprit posée par Tolstoï. S'il n'a pas été poursuivi, c'est que d'une part il était contre Tolstoï, mais surtout parce que sa célébrité mondiale le protégeait. Étienne de la Boétie et son discours de la servitude volontaire n'ont pas eu de plus noble successeur que Tolstoï et les gouvernances en Tim Moreau. Les quadritèmes de Charles Danzig, c'est à réécouter sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Chaque jour de cette semaine, le club de lecture de France Culture est préparé par cette merveilleuse équipe: Oriane Delacroix, Zora Vignier, Jeanne Agrapard, Didier Pinault et Alexandra Laibegovic. Merci à vous. Merci également à Thomas Beau qui réalise cette émission. Et à la prise de son ce midi, c'est Ruben Karmazine. Nous tournons ensemble la dernière page du jour. Voici donc l'épilogue. La joie. La joie, la joie. Donc leurs apparitions, elles sont toujours furtives, délicates, fugitives. Comme c'est un oiseau très céleste et en même temps très terrestre, vu qu'il niche au sol, par rapport à l'homme, il y a un point commun très très fort. Nous sommes des êtres terrestres avec une aspiration, je l'espère, céleste. C'est sûr que quand on passe beaucoup de temps sur les écrans, etc., les yeux plutôt rivés vers le bas plutôt que vers le ciel, on perd la qualité parfois du regard. Voilà, c'est les petites pertes et chacune sera vue comme, bon, c'est pas grave, c'est qu'une petite perte. Ben, si, c'est grave.